Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes, vous les connaissez maintenant, hein. C'est un peu Laurel et Hardy de la citoyenneté, Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Plutôt Stoney Charbel, moi j'aurais dit. Et ils chantent très bien tous les deux d'ailleurs. Comment ça va, nos amis du G500, cofondateurs de ce sommet citoyen? Ça va Stéphane? Super bien, super bien. Puis je vous vois, vous êtes déjà beau naturellement, mais dans un studio comme ça. Ah, c'est magnifique, hein. C'est beau, hein. C'est bon, hein. Ça donne envie, hein. Vous êtes jaloux, hein. Bon, c'est un peu le vôtre aussi, hein, tous les lundis. Voilà. Comment ça va sinon? Oui, vous l'inaugurez, oui. Voilà, vous l'inaugurez, exactement. Allez, au sommaire de cette émission, une époque marquée par une défiance accrue envers les institutions. Une constante demeure la confiance des Français en leur maire, stagnant autour de 70% depuis 2 décennies. Cette confiance s'accompagne d'un attachement profond à la commune, perçue comme un bastion de la démocratie et un refuge contre la crise démocratique. Julien Goupil est avec nous, directeur d'Empreinte Citoyenne. On va en parler, bien entendu, jusqu'à 20h. 700 000 Français sont concernés par des déficiences intellectuelles, un enjeu sociétal majeur qui a vu des avancées notables grâce à l'effort conjoint des secteurs sanitaires, associatifs et politiques. Ces synergies ont ouvert des espaces d'inclusion croissants pour les personnes affectées. Daniel Tribet, une figure emblématique des papillons blancs, nous accompagne pour une exploration approfondie de cette dynamique en évolution. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes. Les vraies voix Sud Radio. Stéphane Pellet, concernant ce sentiment accru d'agacement, d'énervement et surtout pas à l'encontre des maires aujourd'hui. Et oui, c'est eux qui restent quand même les élus préférés des Français. C'est pour ça qu'on est particulièrement heureux d'accueillir Julien Goupil. Alors d'accueillir dans un très très beau studio donc de Sud Radio. Désolé, nous on vient d'arriver, donc on est tout heureux de vous accueillir. Donc vous portez une démarche positive vous, sur la citoyenneté en particulier pour maintenir ce lien essentiel entre les citoyens et les territoires et bien sûr les communes, donc on l'a dit, qui sont la cellule de base de la démocratie. Alors en ce mois d'octobre, vous lancez à nouveau votre initiative Label des villages et villes citoyennes. Mais avant qu'on rentre dans le détail et que vous nous expliquiez comment ça fonctionne, on aimerait bien justement comprendre comment est né Empreinte Citoyenne, ce mouvement, cette association importante. Je crois que vous êtes de plus de 700 communes rattachées à votre mouvement, donc que vous nous expliquiez qu'est-ce qui s'est passé pour déclencher cette initiative. En tout cas, bienvenue à Sud Radio. Et merci d'être avec nous. Donc oui, en effet, Empreinte Citoyenne fête ses 10 ans l'année prochaine, en 2024. Il y a en 2014, on suit un petit peu le rythme des élections municipales. En 2014, on crée l'association avec un premier baromètre qui va auprès des élus pour identifier justement des élus locaux, évidemment, pour identifier comment ils organisent justement cette dynamique citoyenne à l'échelle des communes. Parce que on considère que c'est une compétence de la ville. C'est-à-dire que où est-ce que naissent mes premiers engagements citoyens, puisque c'est un petit peu aussi la conséquence d'un parcours d'engagement, évidemment. Eh bien, c'est à l'échelle de ma rue, c'est à l'échelle de mon quartier. Et moi, j'habitais à Rambouillet. Donc, c'était Gérard Larcher qui était maire à l'époque de ma ville et qui m'a permis à l'époque de créer le journal pour les 15-25 dans ma commune. Donc, c'est vraiment là où naît cette conscience, en fin de compte, du collectif, pourquoi pas de l'intérêt général, on peut peut-être aller jusque-là. Donc l'idée, c'était de se dire, mais comment est-ce que l'on peut accompagner les villes déjà à reprendre conscience de cette compétence et comment on peut les accompagner à s'organiser politiquement, mais également opérationnellement dans les services. Vous avez monté, Stéphane, vous avez monté un label pour ces communes, mais je voulais revenir sur le début. Ça veut dire qu'elles n'avaient pas conscience que c'était à un moment donné leur rôle, justement, cette citoyenneté? Alors je dirais pas ça, puisque si j'interroge un maire et que je commence à dire vous n'avez pas conscience que vous faites de la citoyenneté, il va me dire vous savez, j'en fais tous les jours. Donc évidemment qu'il y a une action citoyenne et qui est parfois un petit peu diluée, c'est-à-dire qu'on retrouve dans toutes les compétences et on oublie d'affirmer cette feuille de route. Et c'est cette mise en récit aussi de la citoyenneté qui permet d'être plus inclusif, plus mobilisateur et de toucher l'ensemble des citoyens. Parce que l'idée, c'est de se dire qu'on vit dans une collectivité et qu'on a tous une part de responsabilité à jouer. Mais encore une fois, il faut que la gouvernance aussi nous permette justement de prendre notre place. Mais je trouve intéressant d'ailleurs dans votre démarche que vous n'opposiez pas les élus et les citoyens. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas là qui sont là pour remplacer les autres. Alors moi, je lis une petite liste rapidement. Chanaz, l'Écuyer
Lyon, la Presqu'île, l'Audun, le Tiche, Champagne-sur-Seine, Sainte-Terre, Saint-Paul de Tartas. D'ailleurs, on va peut-être partir tout à l'heure. Et Julien, quand on lit cette liste, on a un peu l'impression quand même que là où ça serait le plus fort, la démocratie, enfin la participation, ça serait plutôt dans les villages et que ça se diluerait avec la taille des villes. Alors c'est un parti pris déjà de l'association que de ne pas ouvrir la démarche dans un premier temps aux villes de plus de 80 000 habitants, puisqu'on croit fondamentalement au droit au village, à cette inspiration aussi, parce que le lien social dans les villages, il existe. Donc autant disposer dans un premier temps de communes qui ont une vraie effervescence et qui sont une source d'inspiration pour les autres communes. Et je me permets de revenir sur un élément que vous avez évoqué. Cette citoyenneté, évidemment qu'il ne s'agit pas d'opposer le citoyen à l'élu, puisque le citoyen, c'est ce qui rassemble. C'est ce qui rassemble. L'élu est citoyen, l'entreprise est citoyenne, l'association est citoyenne, l'habitant est citoyen. Donc c'est pas le citoyen contre le reste du monde, c'est ensemble nous sommes citoyens. Je vais même dire, et les vraies voix sont citoyennes. Et les vraies voix sont citoyennes en plus. Absolument. Quand vous rencontrez ces maires, en tout cas ces élus, quel type de travail vous organisez avec eux? On va en revenir au label, mais c'est quoi finalement pour identifier les espaces qui pêchent finalement? On arrive souvent par le biais d'une problématique. Moi je veux développer le taux de participation aux élections. Moi je veux développer la participation citoyenne dans mon territoire. Moi je voudrais renforcer le bénévolat. Et en fin de compte, tout ça ne sont que des formes d'engagement citoyen. Donc l'idée c'est de placer le curseur un tout petit peu plus haut et participons à développer une vraie culture de la citoyenneté, tout en reconnaissant que je ne serai pas le même citoyen à Saint-Paul de Tartas ou à Bourges ou à Orléans ou à Lille, puisque l'écosystème, les enjeux, l'histoire du territoire ne sont pas les mêmes. Donc je vais avoir des formes d'engagement et qui vont m'appartenir en plus. Il faut que j'ai une vraie souveraineté dans le choix de mon engagement citoyen. Oui, parce que Stéphane, Aurélie Gros. Non, alors moi je me posais une question. Vous pensez pas que ça s'est aussi accéléré avec tout ce qui est réseaux sociaux, toute l'information que les citoyens ont au quotidien? Est-ce que vous avez l'impression que les demandes, en fin de compte, des communes évoluent avec aussi la façon qu'on a tous de communiquer au quotidien, parce que nous sommes tous citoyens, effectivement. Donc, est-ce qu'il y a des choses et des bonnes pratiques, en tout cas, que vous pouvez conseiller aux communes dans votre action? Oui, alors déjà, il y a des points de départ. Il y a eu des catalyseurs de la démarche. Moi, j'aime bien dire qu'il y a 10 ans, lorsqu'on a lancé l'association, développer la culture citoyenne, on m'appelait l'éolienne, quoi. C'est celui qui brasse du vent et qui sert pas à grand chose, quoi. Si, l'été, c'est bien, c'est bien. Voilà, ça peut être... En plus, ça produit de l'électricité de temps en temps. Alors voilà, maintenant j'essaye de développer une forme d'énergie citoyenne quand même, donc l'éolienne fonctionne. Mais il y a vraiment il y a eu l'effet du gilet jaune aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comment est-ce qu'on renforce justement la confiance dans le processus de décision et face à ces revendications. Bref, il y a eu plusieurs éléments en effet catalyseurs. Nous, la seule chose qu'on dit, c'est surtout il faut ouvrir la grande porte, et cette grande porte de se dire on est une cité au sens noble du terme, et c'est l'espace, on est un espace politique. Ça c'est important aussi de rétablir la notion politique sans être politicien. La police, la vie de la cité. Et donc c'est de se réapproprier ces choses-là et de les réaffirmer. Et ça a peut-être été un petit peu dilué ces dernières années. Est-ce que vous n'êtes pas, vous dites, on se refuse à aller dans les villes de plus de 80 000 habitants, un peu les intervenants de ce que Christophe Guilluy appelle la France périphérique. Alors, cette France un peu oubliée. Alors, ce que je voudrais pas, c'est tourner le dos aux autres communes. Ce que je veux, c'est aussi surtout faire en sorte que les villages et les petites villes puissent se retrouver dans la démarche. Et donc partir avec elles dès le démarrage de l'aventure. Nous, n'est pas dans une urgence par rapport à ça. On sait très bien que cette transition citoyenne qui est en train de s'installer dans les territoires, elle est progressive. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, on a voulu privilégier justement ces petites communes. Mais évidemment, et là c'est ça qu'on va avoir de très très intéressant dans les années à venir, c'est comment la France urbaine, la France périphérique, la France rurale, la France du village, la France de la proximité va pouvoir inspirer ces métropoles. D'ailleurs, dans les grandes villes, on réfléchit à redéfinir à l'échelle des quartiers cet esprit village. Donc fondamentalement, je crois que le village a de belles années devant lui pour inspirer justement les grandes villes. Eh ben, vous savez quoi, on va faire une petite pause. On va revenir dans quelques instants. Je crois qu'on a un témoin qui va parler sur ce sujet, en tout cas l'évoquer, et puis vous nous expliquerez comment finalement qu'est-ce qu'il faut remplir pour obtenir ce label quand on est, parce qu'on a énormément de maires un petit peu partout en France qui nous écoutent. Ce serait intéressant de le déployer. On en parle dans quelques instants. Merci d'être avec nous. On est avec Stéphane Pellet, Aurélie Gros du sommet le G500. À tout de suite jusqu'à 20h. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Nous avons engagé une large concertation impliquant l'ensemble des habitants et des acteurs socio-économiques
économique du territoire. Cette concertation devra nous aider dans notre réflexion à répondre à 3 questions majeures. Quels besoins? Pour quelle programmation? Et sur quel emplacement au sein de la ville? À l'issue de cette séquence participative, les services, les élus, nous tous, pourront mener les études et arbitrages à la lumière de l'intérêt général. Les vraies voix citoyennes avec Stéphane Pellet et Aurélie Gros, le G500, qui s'intéresse aujourd'hui à cette association d'empreintes citoyennes. On en parle avec le directeur de cette association, Julien Goupil, qui est avec nous, pour revenir, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, de cette empreinte citoyenne liée aux petites communes, enfin en tout cas aux moins de 80 000 personnes, si j'ai bien compris, par ville, de se dire ce retour à la citoyenneté, finalement, comment l'appréhender, même si on la travaille au quotidien, et comment retrouver du lien et comment s'en servir surtout. C'est ça qui est important. Comment est-ce qu'on parvient à se dire qu'un habitant qui est dans sa ville se dit moi je suis citoyen, j'ai un rôle à jouer. Comment on invite l'association? Évidemment, elle a l'habitude d'être actrice du territoire, mais même l'entreprise aujourd'hui s'intéresse, et même on transforme les entreprises en espace de démocratie et de promotion des valeurs républicaines désormais. Donc il faut que ce soit une contagion heureuse, cette citoyenneté. Alors on va directement sur le terrain, Stéphane. Exactement. Pellet. On va retrouver une maire, c'est ça, donc qui est au téléphone avec nous, la maire de Saint-Paul de Tartas. C'est joli, Saint-Paul de Tartas. Saint-Paul de Tartas, c'est pas dans les Landes finalement, c'est dans la Haute-Loire, c'est ça? D'être avec nous. C'est ça. Bonsoir. Ah, est-ce qu'on vous a perdu? Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, très bien. Marie-Laure Munier, merci d'être avec nous, donc maire de Saint-Paul de Tartas. Cette relation à la citoyenneté, forcément, c'est la clé d'entrée d'un maire avec ses administrés. Mais comment l'appréhender, comment la travailler, comment la renforcer surtout? Alors c'est toute la difficulté, mais nous avons été élus en 2020 et effectivement on s'est vite rendu compte que il fallait se former et avoir des outils. Et ce qui est intéressant avec le label Village Citoyen, puisque nous sommes labellisés Village Citoyen depuis 2022, c'est que finalement l'association Empreinte Citoyenne nous donne des clés d'entrée et surtout une méthodologie pour mieux comprendre comment organiser le dialogue avec les citoyens. Voilà. Et votre village, allez-y. Oui, finalement, nous, ce qui nous a vraiment intéressé, la première clé d'entrée déjà, c'est de mieux expliquer les institutions, parce qu'on se rend compte souvent que le citoyen connaît assez mal le fonctionnement d'un conseil municipal, et puis de rendre aussi plus transparent, plus lisible les actions que l'on peut prendre. Et l'étape d'après, c'est d'arriver vraiment à mettre en place des actions avec les citoyens. Oui, c'est de créer un partenariat en fait. Julien Goupil, pour toutes ces maires qui nous écoutent, je crois qu'il y en a 36 000 qui nous écoutent tous les soirs. C'est un peu moins maintenant, c'est 35 000 et quelques. 34 000 oui, mais ceux qui ne sont plus, ils continuent à nous écouter. Non, je plaisante, mais il y en a beaucoup qui nous écoutent. Ce label, en fait, il faut, j'imagine, remplir un formulaire avec un questionnaire précis pour pouvoir y adhérer. Oui, c'est l'idée, en fin de compte, plus qu'un label, parce que c'est un outil de reconnaissance, le label. Il faut aussi apporter quelque chose d'un petit peu sexy aussi, qui permet aussi l'attractivité du territoire et un sentiment de fierté aussi des habitants. Et il y a sept piliers en fin de compte de thématiques d'évaluation. Et l'évaluation est faite par un comité d'éthique évidemment indépendant. Marie-Laure Munier, vous êtes maire d'un village qui compte à peu près 200 âmes. Comment parce que dans un village comme ça, on connaît tout le monde. Madame le maire connaît absolument tout le monde. On peut pas dire le contraire. Comment est-ce que les citoyens réagissent ? Alors, c'est vrai que ce qui est très intéressant, c'est que depuis un an, on a lancé une grosse opération, donc déjà pour faire savoir que nous étions village citoyen, avec le bulletin municipal et puis également avec des panneaux. Il y a un sentiment de fierté, de se sentir citoyen justement, et de se dire que finalement, chaque citoyen est responsabilisé et peut participer à la vie de la cité, entre guillemets. Voilà, c'est ce qui est intéressant parce que finalement, le message que l'on porte, c'est que nous n'avons pas beaucoup de moyens. Pour la commune de Saint-Paul de Tartas, c'est un secrétaire de mairie 20 heures par semaine et un agent municipal qui ne peut pas tout faire parce que la commune est très très grande et nous n'avons pas les moyens d'intervenir sur l'ensemble des choses. Donc ce que chaque citoyen fait, par exemple rien qu'arroser une fleur sur le domaine communal, tomber devant chez soi, signaler un défaut, un panneau qui est tombé, ou etc., c'est une action citoyenne qui doit être valorisée et qui nous aide au quotidien à justement mieux vivre ensemble. Donc c'est vraiment comment chaque citoyen se responsabilise et se réinvestit dans la cité.
Madame la maire, vous avez justement l'occasion d'expliquer clairement, c'est ce que vous faites, que finalement les habitants ne sont pas des consommateurs de services. La République, la démocratie, c'est pas un service marchand, c'est un collectif, et ça, je trouve que c'est magnifique dans votre projet. Nous, on porte une proposition, je vous la soumets comme ça en direct. On dit que pour les toutes petites communes ou les petites communes comme ça, il faudrait une fraction de personnel communal qui soit inversement proportionnelle à la taille, parce que vous avez beaucoup de problèmes à régler, vous avez un territoire souvent assez grand, et finalement vous avez ou une secrétaire de mairie. C'est complètement dément d'imaginer que les habitants ne se rendent pas compte que finalement ils vont se retrouver avec des services forcément un petit peu limités. Et par contre, à l'inverse, vous avez des grandes villes où ils ont des cabinets du maire pléthoriques, ils ont des directeurs généraux en veux-tu, en voilà. Et nous, on trouve que c'est un peu dément. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Moi, pour tout vous dire, ce qui m'a pas profondément choqué au début de mon mandat, c'est que les habitants avaient tendance à se poser avec une posture du « je paye donc j'ai droit ». Et pour tout vous dire, c'est une phrase que je ne supporte plus. Moi, je préfère responsabiliser le citoyen en lui disant « écoutez, on va travailler différemment, on préfère que vous soyez investi dans votre village, mais que vous vous y sentiez chez vous, plutôt que de vous dire on va prendre des services municipaux tout autour du ventre et on va régler tous les problèmes ». Parce que finalement, on se rend compte que quand on fait ça, on investit moins le citoyen qui a tendance finalement à, quand il passe la porte de chez lui, se dire je suis chez moi et l'extérieur ne me concerne pas, ils font bien ce qu'ils veulent. Je préfère vraiment que le citoyen se dise ce qui est devant chez moi, c'est du domaine communal, mais ça m'appartient un petit peu aussi et j'ai plaisir à voir qu'il est bien entretenu et que j'y participe. Donc, voilà, en fait, se sentir utile, Madame le maire, c'est arrêter de subir, c'est ça. C'est ça, et puis il y a vraiment une notion de responsabilisation et finalement quelque part aussi de valorisation. Et c'est ce que nous apporte Empreinte citoyenne, c'est que finalement on ne valorise peut-être pas assez ce que font chaque bénévole, que ce soit dans les associations, que ce soit un citoyen, un enfant qui ramasse un déchet par terre, on ne valorise peut-être pas assez au quotidien et pourtant ça fait partie vraiment de ce qui fait l'embellissement et le vivre ensemble. Julien Goupil veut réagir. Oui, pour aller dans le sens de Marie-Laure Munier, évidemment, c'est avec cet élément de la ville, du village citoyen, c'est une mise en récit aussi, parce qu'il faut trouver un levier pour réinterpeller justement le rôle du citoyen. On voit qu'il y a ces glissements d'individualisme, et ça a été évoqué, parfois de consumérisme, parfois de déresponsabilisation. Madame le maire, monsieur le maire, votre ville, elle est quand même, elle est pas propre. Mais c'est à vous de vous en occuper. Et je crois qu'il faut, en effet, alors encore une fois, ne faisons pas une caricature, il y a plein de citoyens d'habitants qui sont aujourd'hui concernés, qui sont impliqués. Mais quand même, il y a une forme de dilettement. Le droit du citoyen a été souvent rappelé. Il y a aussi cette notion de devoir, mais sans être moralisateur, juste en étant ouvert. Et c'est ça l'intérêt aussi, c'est de donner ces clés-là, cette démarche qui permet de construire ce plan d'action qui ouvre la porte à l'engagement sous toutes ses formes. Stéphane Pellet, pardon, Aurélie Gros. Oui, non, juste parce que en disant tout ça sur la propreté de la ville, etc., il y a beaucoup d'opérations qui sont menées dans les villes, comme les citoyens qui vont ramasser le dimanche, organisé souvent par les communes, ou le dispositif de voisins vigilants sur les questions de sécurité. Parce qu'on sait, par exemple, dans les petites communes et les très grands territoires comme ça, souvent on revient vers le maire pour dire il y a l'insécurité, il faut faire quelque chose. Et c'est vrai que les citoyens arrivent collectivement, quand ils sont emmenés, évidemment, qui sont avec des méthodes, à s'investir et à se dire on protège aussi notre village, notre ville. Sur certains points. Exactement, donc c'est plutôt une belle chose. Juste un élément, quand on interroge les habitants, parce que la première étape quand on s'implique dans la ville citoyenne, c'est de se dire c'est quoi être citoyen dans notre ville déjà. Et quand on leur demande s'ils sont prêts à s'engager, ne serait-ce qu'une demi-journée, on a 98,5% des répondants en moyenne sur les plus de 300 consultations qu'on a déjà menées qui sont favorables. Donc la question, elle est de savoir comment en fin de compte, et du coup de créer la confiance aussi pour se dire ce temps-là va pas être utilisé à des fins ou politiciennes ou je ne sais quoi. Pas que de la com. Julien Goupil, vous nous rappelez quand même donc comment on fait, jusqu'à quand on peut déposer quand on est un village ou une petite ville sa candidature à votre label, parce que nous on est très très favorable à cette initiative. Donc dites-nous comment on fait. Bien, merci pour votre soutien déjà et cet encouragement. Et donc là pour le cru 2023, on fait la vendange au 31 octobre. Donc en effet l'ensemble des dossiers seront déposés, mais l'ouverture de la candidature elle est constante puisque les villes qui s'intègrent dans cette intention ont accès à l'espace ressources. C'est aussi ça. Et vous n'êtes pas au courant, mais la soirée de remise des prix a lieu à Saint-Paul-de-Tartas. Ça je ne sais pas, on n'a pas encore reçu l'invitation de Marie-Laure Munier, mais compte tenu de l'état d'esprit, je suis sûr qu'elle
Ils sont ravis de nous accueillir. Ça y est, c'est réglé. Et si vous cherchez quelqu'un pour tenir la buvette, Philippe David est là, bien entendu. Oui, alors surtout, d'autant plus que là, c'est des vendanges tardives et j'apprécie particulièrement ça. On saura s'entendre. Ouais, comme son nom l'indique, tardive, ce sera trop tard pour vous, Philippe David. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous, Julien Goupil. Merci Madame le maire d'avoir été avec nous. Marie-Laure Munier, maire de Saint-Paul de Tartas. Allez voir ces petites communes qu'on aime beaucoup, qui ont toutes des sites internet et en tout cas ce sont toujours des communes à visiter. Vous restez avec nous. On va revenir dans quelques instants avec un autre sujet. C'est la déficience intellectuelle qui concerne aujourd'hui 700 000 Français. C'est un sujet important. Cette association s'appelle les Papillons Blancs. Daniel Tribet, figure emblématique de cette association, sera avec nous dans quelques instants. Merci de votre fidélité. On reste ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Moi j'ai l'impression que globalement la société française fait tous les efforts qui sont nécessaires pour aller dans ce sens-là. Non, la société française ne prend absolument pas en compte, pas assez en compte les handicaps mentaux. Et je pense qu'ici ils sont bien lotis. On n'en parle pas assez. On parle de division sans arrêt de politique et vous voyez jamais ce genre de choses. Et bienvenue dans les vraies voix de la citoyenneté, en tout cas avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Le G500 propose chaque semaine, en tout cas, de belles associations et de beaux engagements. Et 700 000 Français sont concernés par les déficiences intellectuelles, un enjeu sociétal majeur qui a vu des avancées notables, mais qui reste toujours important, en tout cas, à soutenir. Et pour en parler, Daniel Tribet est avec nous, une figure emblématique des Papillons Blancs. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et Aurélie Gros, c'est une association forcément qui vous tient à cœur. C'est une association qui me tient à cœur parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup des questions de handicap, ça revient sur le tapis avec les Jeux paralympiques qui arrivent, mais c'est vrai que les handicaps mentaux et les handicaps psychiques d'ailleurs qui rejoignent, et ça fait beaucoup plus que 700 000, en fin de compte c'est quelque chose qui est relativement méconnu des Français, qui peut faire peur et où les avancées sont encore relativement timide. Alors c'est vrai que ça a un lien avec un petit peu ce qu'on a vu avant, puisque on parlait de communes, de citoyens, d'associatifs, d'entreprises. Là on parle d'associatifs, de médico-social, de collectivités. Et il faut qu'aujourd'hui tout le monde se mette autour de la table pour aller beaucoup plus loin. Et les Papillons Blancs et Daniel Tribet avec les Papillons Blancs de l'Essonne organise tout ça. Et avant de nous expliquer, j'aimerais que vous expliquiez un peu la genèse des Papillons Blancs en fin de compte, parce que on parle de parents qui s'investissent, on parle de gens engagés et de citoyens engagés, donc c'est important de le dire. Donc et une association qui a 62 ans. Ouais. Exact. Une association qui a été créée. Alors, on vous entend pas. C'est bon, il est ouvert. Allez-y. C'est une association qui a été créée il y a plus de 60 ans par des parents qui étaient en recherche de solutions pour leurs enfants. Et cette association a grossi progressivement par l'action unique des parents, puis après des pouvoirs publics. Aujourd'hui, l'association regroupe un certain nombre d'établissements. Il y a 9 établissements dans l'Essonne qui adhèrent tous à la charte des Papillons Blancs, qui est une charte morale et éthique, bien sûr. Mais aujourd'hui, ces 9 établissements permettent l'accueil de plus de 650 personnes handicapées, rien que dans l'Essonne. Pour faire fonctionner ces établissements, aujourd'hui, le nombre de salariés ou de personnes professionnelles est gigantesque, puisque c'est l'équivalent d'une grosse PME, avec plus de 400 personnes travaillant en permanence dans l'établissement. Oui. C'est un mouvement parental. À la base, tout ça vient d'une idée parentale et ça a été construit par des parents. Aujourd'hui, il faut professionnaliser tout ça, de plus en plus. On a des difficultés pour faire fonctionner les établissements, qui sont le résultat de l'avancée de la société. Et toutes ces difficultés aujourd'hui reposent sur un thème majeur, c'est le manque de moyens. Alors tout à l'heure, on a parlé d'engagement citoyen. Tout était extrêmement positif, avec une croissance certainement mesurée. Nous, on va parler du désengagement citoyen, puisqu'on arrive dans une configuration où on est plus proche de consumérisme que d'engagement. On a une désertion complète du bénévolat. Aujourd'hui, pour donner un exemple, dans notre association, le conseil d'administration, qui est constitué de bénévoles,
ne compose que 6 personnes. Ah oui. Ah oui. C'est extrêmement faible. Quand vous dites désertion, on est passé de combien à 6 finalement Il y a une quinzaine d'années, il y avait une vingtaine de personnes, administrateurs, qui étaient bénévoles pour le fonctionnement de l'association. Aujourd'hui, les parents ne viennent plus, puisque ce sont essentiellement des parents, ne viennent plus dans les organisations associatives comme les nôtres, et pour une grande partie, alors c'est peut-être pas très gentil ce que je vais dire, mais ils cherchent surtout à trouver une place pour leurs enfants, et après, c'est la société qui doit prendre le reste en charge. D'accord. Donc on est vraiment dans le désengagement citoyen, je suis désolé de le dire, ça marche pas partout, pas dans l'associatif médico-social. Mais comment expliquez-vous ce désengagement citoyen ? Alors, on a baissé les bras, en fait. Certains ont baissé les bras à force de... Les familles ont baissé les bras, les familles cherchent à tout prix des solutions parce qu'elles sont de plus en plus désemparées. Ouais. On a de plus en plus de personnes qui nécessitent d'être accompagnées, bien sûr. Et de ce fait, derrière, comme il n'y a pas une augmentation suffisante des moyens, on constate que les structures actuelles accueillent des diversités de pathologies, de handicaps, qui ne sont pas tous faits pour vivre ensemble. Donc il faudrait mieux répartir les populations en fonction des établissements. Oui, plutôt cloisonner. Mais est-ce qu'entre associatifs, vous arrivez à trouver des ponts, peut-être Oui. On trouve des ponts entre associations, on trouve des possibilités de fonctionnement, on trouve des mutualisations, mais de plus en plus aujourd'hui, on est dans le rapprochement. Inévitablement, il va falloir aussi que la plupart des petites associations, alors nous, Papillon Blanc d'Essonne, nous ne sommes pas une petite association, mais au regard national, on est quand même relativement petitement dimensionné. On est en train de travailler sur un rapprochement avec une association de plus grande dimension. De fusion ? Fusion-absorption, voire rapport partiel d'actifs, ce qui est plus dans la configuration de ce qu'on a retenu aujourd'hui. Le but étant, bien sûr, de mutualiser les moyens et d'obtenir les compétences, puisqu'aujourd'hui, gérer une association, c'est gérer une entreprise, avec toutes les difficultés administratives, légales, sécuritaires, et bien sûr le fonctionnement professionnel. Et comment vous êtes aidé aujourd'hui par les collectivités territoriales et l'État dans son ensemble, parce que chacun aide de son côté en fonction pour gérer ces 10 établissements. On imagine bien qu'il faut quelques finances. Quelques finances, oui, c'est un mot. J'aimerais mieux qu'il y ait un S à quelques, mais aujourd'hui, s'il faut... Et à finance aussi. Oui, en français, ça marche. Non, mais il apprend à lire. Il en est à Martine à la plage. Ça va bien. Allez-y, pardon. Non, mais je vous en prie, continuez. Pour détendre un peu l'atmosphère, allez-y. Alors, les finances aujourd'hui, effectivement, c'est la clé de voûte du fonctionnement des établissements. On a 2 types de financement pour répondre à la remarque d'Aurélie. Ces 2 financements viennent soit d'un côté de l'ARS pour tout ce qui touche un petit peu au médical et à l'enfance, soit du côté du département pour tout ce qui touche au foyer et à l'habitat. L'un comme l'autre, aujourd'hui, on aimerait bien qu'il soit beaucoup plus généreux, c'est évident. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe depuis le début de la crise Covid, par exemple, on a des difficultés financières considérables, avec des charges, on ne parlera pas des charges de fonctionnement que tout le monde connaît, qui s'envolent aujourd'hui et qui ne sont toujours pas reprises dans les budgets des établissements. Donc tout ça, ça génère bien sûr des déficits, on a des problèmes de salaire, on a des problèmes de fonctionnement globaux dans tous les établissements. Il faudrait bien sûr augmenter toutes ces dotations. Mais là, par contre, on a d'autres difficultés de relation avec les amis. Pour qu'on comprenne bien ces personnes en situation de handicap, est-ce que ça veut dire que c'est une prise en charge totale ? C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne peuvent pas vivre autonomes ou qui sont obligées d'être soutenues H24 ? Il y a les deux cas. Il y a les 2 cas de figure. Il y a les personnes qui sont autonomes ou partiellement autonomes et pour lesquelles on peut fournir un certain nombre d'accompagnements, que ce soit par le travail ou par l'éducation. Je pense à l'enfance ou au monde du travail. Et puis on a les personnes qui ne sont, on va dire, sans autonomie de vie ou sans autonomie tout court. Et à ce moment-là, ces personnes sont dans des foyers ou dans des établissements d'accueil médicalisés si les pathologies le demandent. Ça veut dire que des entreprises aujourd'hui, c'est aussi à elles de venir vous aider, peut-être de vous soutenir. Voilà, justement, Cécile et Daniel Truy, je voulais parler de ça parce que c'est un peu paradoxal, Daniel, au moment où on entend quand même un petit peu plus parler du champ du handicap, y compris dans cette émission. De l'inclusion. On ne cesse de le dire. Et puis, comme disait Aurélie Gros il y a
a une minute, derrière il y a la perspective des Jeux paralympiques, on va en entendre beaucoup parler. C'est un peu paradoxal que cet engagement soit moins fort. Est-ce qu'il n'y a pas une attente d'une autre forme, par exemple, au travers des entreprises, où je crois que vous avez une idée assez extraordinaire autour d'un fonds de dotation, c'est-à-dire que peut-être ils ont envie d'être acteurs d'une autre façon? Oui, absolument. À partir du moment où la recherche de financement semble très difficile, tout du moins, on ne voit pas bien à quel moment on pourrait obtenir les quantités suffisantes. Une idée qui faisait un petit peu le jour à une certaine époque et qu'il faudrait approfondir, c'est la recherche de financement privé, de manière à participer pour partie à la constitution ou à la création de places ou d'établissements. Alors, c'est pas une idée aujourd'hui qui a fait son chemin dans beaucoup d'esprits, parce que associer le privé au social, c'est quand même aujourd'hui pas tout à fait la même chose. Mais ça pourrait permettre d'alléger les coûts de fonctionnement des établissements en les attribuant à des personnes qui, de près ou de loin, pourraient parvenir à nous aider. Eh bien, vous restez avec nous, Daniel Tribet, président de Papillon Blanc de l'Essonne. Vous voulez réagir 0826 300 300. Nous aurons un témoin dans quelques instants. On fait une petite pause et puis on continuera de comprendre, pour ceux qui nous écoutent, comment vous aider et quelles sont les perspectives d'avenir. 0826 300 300. Aurélie Gros, Stéphane Pellet avec nous, le G500. C'est jusqu'à 20h. À tout de suite. France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et chaque semaine, avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet, on met en exergue, en tout cas, on vous propose une association, un sujet, des engagés, des engagements. Et il y a quelques instants, on était avec Julien Goupil, cette belle association sur la citoyenneté. Et puis, un sujet important, forcément très important pour nous, puisque on parle des déficiences intellectuelles. Beaucoup de Français sont concernés aujourd'hui, que ce soit ceux qui portent ce handicap, mais ceux les aidants qui sont autour. Et Daniel Tribet est avec nous, une figure emblématique, donc ça s'appelle les papillons blancs. On revenait sur la difficulté avec vous, justement sur cette notion d'engagement et de désengagement de familles qui aujourd'hui sont au bout du rouleau et ont du mal à continuer ce combat parce que faute d'argent, faute d'être soutenu, aidé. Et c'est un sujet très important, que ce soit sur ce sujet-là, mais en tout cas sur tous les sujets de l'associatif, de dire comment on peut retrouver et réintroduire finalement de l'engagement auprès de ceux qui sont touchés de prime abord, mais aussi les autres. Il faut de toute manière arriver à une augmentation du nombre de places d'accueil. Aujourd'hui, on est en sous-dimensionnement. Il y a trop de demandes par rapport à la réalité de ce qu'on peut fournir. Juste un petit rappel, en 2022, décembre 2022, la France a été condamnée par l'Europe pour son attitude par rapport au handicap lui-même. Et là, j'avais noté que la phrase qui a été notifiée, c'est « La liberté et la dignité des personnes en situation de handicap sont entravées ». C'est la décision européenne qui a été rendue en décembre 2022. Ça n'a été connu en France qu'en avril 2023. Il y a un problème de communication, mais il y a aussi le constat qu'aujourd'hui, le nombre de places disponibles pour l'accueil des personnes handicapées est insuffisant. De ce fait, les familles derrière sont dans une difficulté croissante. Nous sommes en compagnie de Dorothée Hivergnot, directrice du pôle ESAT. Bonsoir. Dorothée Hivergnot. Oui, je vous entends. Bonsoir. Oui, vous êtes directrice. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes directrice du pôle ESAT. Alors, c'est les établissements d'adaptation ou par le travail, les ESAT, établissements sociaux d'accès au travail. Vous avez aujourd'hui 10 établissements et services. Vous avez 386 professionnels qualifiés et 316 travailleurs ESAT. Vous êtes une assez grosse structure dans ce domaine. Oui, tout à fait. En fait, l'association de Papillon Blanc, comme le disait M. Tribert, regroupe 9 établissements qui traitent de l'handicap de l'enfance jusqu'au vieillissement. Et donc, un ESAT, c'est un établissement et service d'aide par le travail, ce qu'on appelait auparavant les CAT. Donc, le pôle ESAT regroupe en fait 2 établissements sur l'Essonne, avec environ 300 travailleurs accueillis et une cinquantaine de professionnels. Ce sont des travailleurs qui ont entre 18 et 60 ans et qui ont une reconnaissance pour travailler dans le milieu protégé du fait de leur handicap. Là, je dirais le sens même d'un ESAT est d'œuvrer pour l'insertion sociale et professionnelle d'adultes en situation de handicap, donc de 18 à 60 ans. Donc avec un double accompagnement, un accompagnement professionnel pour leur fournir du travail, pour une insertion professionnelle, mais aussi un accompagnement social qui se développe de plus en plus sur des thèmes
sur des démarches administratives, sur des suivis psychologiques, sur des aides diverses et variées. Aujourd'hui, pardon. Allez-y. Je crois que Daniel voulait réagir, non? Oui. Pardon. Allez-y, vous écoute. En fait, pour rebondir sur ce que pouvait dire Monsieur Tribet, quand il parle de désengagement des familles, en ESAT c'est un peu particulier puisque ce sont des adultes en situation de handicap et qui la plupart du temps vivent seuls, ne sont pas forcément aidés par leur famille. D'où en fait l'intérêt de cet accompagnement social qui est de plus en plus important avec les nouvelles politiques d'autonomie des personnes en situation de handicap et d'inclusivité. Et vous, justement, qu'est-ce que vous aimeriez comme mesure ou comme, disons, accompagnement à votre engagement et votre travail, de façon à ce qu'on fasse plus appel à, disons, au bénévolat, qu'on fasse plus appel à tout cet engagement? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on retrouve ce niveau-là? Parce qu'en fait, on a peut-être aussi l'impression, par rapport à ce que disait Daniel Tribet, que au plus on professionnalise, au plus les défis deviennent énormes, au plus finalement, en effet, les parents imaginent que c'est plutôt la puissance publique directement qui doit trouver la solution. Et on est presque un peu à l'opposé de ce que disait Julien Goupil tout à l'heure. C'est un petit peu la citoyenneté qui disparaît au profit de l'attente de services, tout simplement. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui attendent beaucoup des établissements médico-sociaux. Alors encore une fois, c'est un peu différent du fait de la situation de nos travailleurs, de leur âge et de leur situation. Aujourd'hui, on ressent vraiment un désengagement, et je dirais, alors on va dire qu'il y a deux axes en fait qui aujourd'hui nous posent problème. Un problème au niveau de, on a des difficultés de tout ordre, c'est certain. Aujourd'hui, on a un recrutement de professionnels qui est de plus en plus difficile à réaliser. Pourquoi? Parce que peu d'engouement pour le médico-social, des conditions difficiles, et il faut bien le dire, une rémunération peu attractive. Et face à ça, on a aussi, donc, par rapport aux demandes des autorités, de plus en plus de choses à réaliser avec un aspect financier qui aujourd'hui pose problème. Un ESAT, il a trois types de financement. Il a une dotation globale de l'Agence régionale de santé, mais on a aussi le chiffre d'affaires qui est réalisé, qui correspond à la production des travailleurs, et aussi une subvention de l'État pour assumer un complément de rémunération. Mais toutes ces choses ne suffisent pas. Et aujourd'hui, je dirais que si un ESAT peut fonctionner, c'est grâce justement à la bonne volonté des uns des autres, de l'association principalement, qui œuvre beaucoup en termes de partenariat, en termes de bénévolat aussi. On parlait tout à l'heure d'administrateurs qui aujourd'hui se retrouvent au nombre de 6. Et ces 6 personnes œuvrent vraiment dans l'ensemble des établissements. Un manque de moyens humains et financiers tout simplement. Et des partenariats à mettre en place avec le secteur, avec d'autres acteurs du secteur médico-social. Et nous, pour notre part, on essaie de développer vraiment avec des entreprises extérieures ce qu'on appelle des détachements. Donc ce sont des travailleurs qui vont à l'extérieur travailler en entreprise. Et donc on essaie dans un tissu local. C'est vrai qu'on remarque qu'il y a des difficultés effectivement de recrutement, mais en échangeant, Daniel Tribet, aujourd'hui les personnes qui sont accueillies, vous parlez d'un nombre de places à augmenter, vous voulez augmenter le nombre de places, donc il faut créer des établissements supplémentaires. Or aujourd'hui avec les charges de l'État, parce qu'au-delà des aides, il y a aussi les charges. Vous disiez tout à l'heure que la taxe d'habitation, il y avait des choses comme ça qui n'étaient pas retirées aux associations et aux gens qui habitent en établissement, parce que c'est pas leur résidence principale familiale. Là, sur l'exemple particulier des ESAT... Et peut-être que vous avez des idées pour changer les choses. Sur l'exemple particulier des ESAT, là, l'exemple malheureux de la taxe d'habitation qu'on subit, il n'y a pas d'autre mot, sur d'autres établissements, les ESAT ne l'ont pas. Ça, de ce côté-là, c'est pas la difficulté. Et sur les autres établissements? Sur les autres établissements, on est effectivement impacté par ces charges. Alors j'allais dire nouvelles, mais elles ne le sont pas réellement, puisqu'elles étaient dans les textes, mais qu'aujourd'hui on les applique, alors qu'avant on ne les appliquait pas. Donc aujourd'hui, sur un établissement de type foyer dont on parlait tout à l'heure,
ces établissements se voient affublés d'une taxe d'habitation qui n'était jamais due. Pardon, je tombe de ma chaise, mais dont les montants sont absolument ahurissants. Alors bien sûr, ce sera... Mais qu'est-ce qu'on vous dit quand vous en parlez? Enfin, vous vous êtes adressé à qui quand J'imagine que vous envoyez des... Je suis obligé de répondre, là? Oui, bien sûr. Oui. Sud Radio, parlons vrai. Non mais c'est important quand vous faites du médico-social. Enfin, à l'heure où la taxe d'habitation a disparu, ces personnes-là sont placées, donc ne sont pas en résidence secondaire. Elles sont placées pour des raisons médicales. Oui. Donc c'est leur foyer, c'est leur lieu de vie. C'est leur lieu de vie et on peut discuter de tous les textes possibles imaginables. À partir du moment où la direction générale des impôts nous dit que la taxe s'applique, on ne peut plus rien faire du tout. Stéphane Pellet, pardon. Si ce n'est que si nous ne la payons pas, nous sommes majorés. Oui. Ah oui, en plus. Très bien. Stéphane Pellet, ça peut faire partie, ça aussi, des exactement, des mesures. Vous avez entièrement raison, Cécile. Donc, vous savez, avec le G500 et le Sommet citoyen et toutes ces associations, nous portons un certain nombre de résolutions. Donc, je pense que celle-là, on pourrait la mettre avec les 38, on passerait à 39. Celle-ci, elle me plaît bien, je vous le dis tout de suite. Elle serait essentielle. En plus, je trouve que c'est très, très déplaisant, c'est limite détestable. C'est-à-dire qu'en fait, vous travaillez, vous militez les uns les autres pour dire attendez, il y a 12 millions de personnes en France qui sont donc en situation de handicap et déjà on ne les considère pas comme de véritables citoyens, mais par contre finalement c'est ça qu'on vous fait subir. En tout cas, ça c'est quelque chose qu'il faut absolument porter. Daniel Tribet, cette figure emblématique des papillons blancs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ouais, c'est déjà fini. Je sais que vous regardez votre monde en disant mais qu'est-ce que ça passe vite. Vous aviez encore plein de choses à dire. Je mais comprends. Tout le monde peut faire des dons, Cécile. Mais absolument. Et c'est ce que j'allais dire. C'est le moment de faire des dons effectivement à l'association. J'abuse encore. 2 secondes. Non. Non, 1 minute. Non. Ah non, on n'a pas le temps. Non, parce qu'on c'est la pub. Alors nous avons un fonds de dotation qui est prêt à vous écouter. Et ben voilà. C'est fonds de dotation. Là, on a bien compris. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci aussi à Julien Goupil d'avoir été avec nous, Empreinte citoyenne. Merci beaucoup Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Merci à vous de nous avoir appelé au 0826 300 300. On se retrouve demain à 17h. Demain 17h, mais tout de suite Sud Radio à votre service avec Cécile de Ménibus. À demain. Ça va être génial. Allez, à demain. Salut, bisous.